Écoutez, merci à tous d'être présents ce soir pour ce meet-up Flupa. J'ai fait une petite présentation. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Flupa dans la salle? Pour qui c'est la première fois? Ok. Flupa, c'est une association en charge de faire la promotion du X-Design dans les milieux francophones. C'est connu pour l'organisation d'un événement qui s'appelle les UX Days, qui ont lieu chaque année en juin, historiquement à la Cité des Sciences à la Villette, prochainement au 104. Il y a une petite page de publicité dédiée pour le prochain événement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et sinon, il y a un découpage par région d'antennes, et je suis le responsable de l'antenne de Paris, en charge de l'organisation d'événements. ECHO, la société qui nous accueille ce soir, qu'on remercie, Dominique, Jessica, et puis toutes les personnes qui sont en backstage, qui nous ont aidés à organiser cet événement. Juste avant de démarrer, je propose une petite page de publicité. Je vais vous demander de vous inscrire, enfin pas de vous inscrire, mais de cliquer sur suivre sur Eventbrite, qui vous permettra d'être tenu au courant des prochains événements. En avant-première, c'est toujours parfois difficile de communiquer et que les personnes soient informées des prochaines dates. Donc je vous invite à le faire. Je parlais des UX Days, ce sera le 20 et 21 juin. Bon, on parle du X-Writing. Ça fait 21 juin, effectivement. Ce sera, je parlais de la Villette et de la Cité des Sciences. Ce sera au 104 cette année. Et voilà, donc 20-21 juin au 104. Et je vous propose qu'on puisse commencer cette table ronde. Merci. Je vous propose de faire une rapide présentation des interlocuteurs qu'on a autour de la table pour cette soirée. C'est une discussion, l'idée c'est qu'il n'y ait pas forcément de plan et de rebondir, de réagir. Amandine, une première vie dans la traduction, elle travaille dans l'UX Writing depuis environ 10 ans. Elle est connue pour être la cofondatrice, co-organisatrice du UX Writing France. UX Writer FR, excuse-moi. Elle était présente sur un événement jeudi dernier avec un certain Johan chez Nexton. Elle écrit aussi, elle a un projet de publication jeunesse. Louise, société Exalt, plusieurs vies avant d'être dans l'UX Writing, l'événementiel, la musique, la production. Elle travaillait notamment pour JR à New York, le photographe. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Et puis progressivement, marketing, production de contenu, etc. Elle nous en dira plus. Thomas, qui est à ma droite, ex-banquier, créateur d'entreprise, peut-être start-upper. Pas totalement. Bref, tu nous en diras plus. Et à présent, ghostwriter. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un ghostwriter, c'est un prête-plume, historiquement ce qu'on appelait un nègre, dans le secteur bancaire, qui est ton domaine d'expertise. Et en dernier, Lionel Parini, que je connais bien, qui a été par le passé manager dans le télémarketing, service client, phoning, écrivain quasiment depuis toujours, coach en écriture. Son blaze, le sage homme, qui est le nom de son activité, la promesse accoucher de projets, enfin aider à accoucher. Et sinon, il semblerait qu'il y ait une légende qui dise qu'il aurait écrit une pièce de théâtre dans une centrale électrique qui aurait concouru. Enfin bref, des projets assez zinzins. Me concernant, je suis graphiste de formation, UX, product, enfin on peut y mettre tous les adjectifs qu'on veut qui sont à la mode, designer tout terrain, et sinon grand amateur de mots, aussi un petit peu écrivain en herbe avec pas mal de fausses couches sur des projets d'écriture, et initiateur de cette table ronde dont
dans ce jeu. L'objectif est de rassembler à la fois des designers et des non-designers dont la pratique de l'écrit, qui pratiquent l'écriture mais qui ne sont pas forcément des designers. Écoutez, je vous propose de vous présenter, qu'on puisse lancer les festivités. Amandine, je te propose éventuellement que tu puisses commencer par te présenter. Soyez généreux, c'est à partir de là qu'on va pouvoir rebondir pour... Là, oui. Donc Amandine Agic. Je suis actuellement en recherche de poste. Voilà, ça fait plus de 10 ans que je suis UX writer, que maintenant on appelle content designer, mais quand j'ai commencé, ça n'avait même pas vraiment de nom, ce métier-là. Et je m'intéresse beaucoup à l'interaction du storytelling et du produit, et de comment en fait on déroule un produit comme une histoire. Bonjour à tous, vous m'entendez bien ? Ouais. Donc moi c'est Louise Prévost, je suis consultante pour ECO qui nous accueille ici, et moi ça fait depuis 6 ans que je fais de l'UX Writing, du Content Design. C'est vrai que maintenant on a les deux appellations, et avant ça effectivement j'ai pas mal travaillé dans tout ce qui est production artistique, créative, et ce qui m'a toujours, je pense, le fil conducteur un petit peu de ma vie, on va dire, pour l'instant, c'est raconter des histoires et faire en sorte que ça ait du sens, qu'il y ait de l'engagement, qu'il y ait en fait de l'impact, qu'il y ait une connexion en fait entre nous, ce qu'on cherche à produire, et finalement avoir une rencontre avec l'utilisateur notamment. Et finalement, de fil en aiguille, j'en suis arrivée à produire des contenus pour des sites, notamment pour Intermarché, où j'ai travaillé sur le nouveau site, la nouvelle application qui est sortie il y a quelques années, où il y avait un vrai enjeu sur la stratégie de contenu, comment on peut mettre du contenu dans une expérience de course et faire en sorte que ça serve en fait aux courses. Et puis après ça, depuis que je suis chez ECO, je suis en mission au Crédit Agricole, où je travaille pour notamment la nouvelle application Ma Banque, qui est sortie il y a 1 an et demi, si vous l'utilisez, preneuse de vos feedbacks, où là il y avait un enjeu sur les mots, comment on fait en sorte on est dans un univers bancaire traditionnel, et comment on fait en sorte pour mettre une touche de modernité, de conversation, d'humain dans cet univers qui peut paraître un petit peu froid et qui peut même faire un petit peu peur. Désolée, j'étais un petit peu longue, mais... Non, c'est très bien. Amandine, j'ai des questions à te poser. Tu es allée hyper vite sur ton parcours. Tu n'as pas toujours fait de l'UX Writing. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur la genèse ? Tu as un profil hyper éclectique. Si tu peux nous en dire plus, et puis même tes engagements associatifs, bref. Ok, donc je viens à la base d'études littéraires, puis de traduction, et de la traduction, j'en suis venue à faire de la traduction technique, parce qu'on vit très mal de la traduction littéraire. Et j'ai fait un master en rédaction technique, donc l'art d'écrire les manuels d'utilisateurs que personne ne veut lire. Et en fait, ça met une super hygiène d'écriture. Et puis à l'époque, on nous apprenait déjà à tester notre contenu, ce qui est un aspect vraiment central. Donc voilà, j'ai bossé un peu toujours comme ça, mes deux jambes, une dans la traduction et l'autre dans la création de contenu, puisque j'ai l'impression que sur des applications qui vont être traduites, si on réfléchit aux efforts dans une langue et qu'on perd tout à la traduction, ça va être dommage. Donc moi, j'ai toujours gardé un peu la question de la localisation sous ma coupe quand j'ai pu monter des équipes. Et voilà, il y avait plus de choses, je sais plus. Tu as des engagements associatifs et la fameuse UX Writer. FR, ouais. Donc avec UX Writers FR, là notamment, on a fait une grosse conférence jeudi dernier sur le contenu dans les design systems, qui va sortir demain en ligne, de comment en fait on peut systématiser le contenu, arrêter de réinventer la roue et surtout améliorer l'expérience des devs. Parce que la gestion de la localisation, c'est un cauchemar pour eux, que faire des copier-coller, ça les intéresse pas. Et comment on peut s'allier intelligemment pour bien faire le contenu une bonne fois pour toutes, ou en tout cas une bonne fois pour un certain nombre de fois. Merci. Bonsoir à tous, donc c'est Lionel Parini, je suis auteur
et de pièces de théâtre principalement. Et je suis passionné par toutes les formes d'écriture, alors littéraires, mais pas seulement, qui peuvent être en lien avec des formes hybrides et différentes disciplines. Et je suis également coach en écriture, c'est-à-dire que j'accompagne des personnes à les développer, à les aider à développer leur projet d'écriture, toutes formes littéraires confondues. Je peux faire ça en session individuelle ou collective. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est proposer, tout public confondu, des sessions d'écriture créative, immersive, donc sur 2 ou 3 jours, voilà, donc décor un peu particulier, et qui permettent aux personnes à la fois de se mettre dans la peau d'un personnage et d'écrire à partir de propositions ponctuées sur une temporalité de 2 ou 3 jours pour faire émerger leur histoire. Donc ils la composent depuis leur propre sensibilité, intériorité, et ils finissent par découvrir finalement qu'est-ce qu'il y avait en eux comme histoire, sans jamais avoir la moindre intention dès le départ d'en écrire une. Voilà, donc c'est vraiment une expérience dans ce sens-là. Et Lionel, j'ai une question à te poser. A priori, tu n'y connais rien en UX Writing. Pourquoi tu as accepté cette invitation ? Alors, je suis passionné vraiment par les passerelles et la porosité. Je trouve que c'est très beau aujourd'hui de décloisonner et de s'intéresser aux points communs ou tout simplement, je dirais, aux correspondances, aux résonances qu'il peut y avoir dans l'acte de créer, dans l'acte d'écrire, et donc de questionner la créativité. Et c'est pour cette raison que j'ai répondu présent. Je trouve ça passionnant, en fait, de voir avec différents profils, disciplines, les points communs, les points de rencontre. Merci. Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Thomas Yedou. Et donc, je fais un métier dont j'ignorais l'existence il y a encore 2 ans. Je suis ghostwriter, avec une spécificité, c'est que j'écris pour des entreprises, pour des fintech. Je me destinais pas du tout à être dans l'écriture. Moi, comme le disait Romain, à la base, je suis banquier. J'ai fait 3 ans chez HSBC, donc vraiment banquier pour des entreprises, dans les chiffres. Et j'ai voulu me lancer dans une aventure entrepreneuriale, il y a maintenant 3 ans et demi, toujours dans la finance, qui n'a pas forcément marché. Et en fait, très rapidement, j'ai créé du contenu pour me faire connaître sur LinkedIn. J'ai créé un blog, une newsletter. Et puis un jour, j'ai reçu un message sur LinkedIn d'une agence. Et puis dans la foulée d'une fintech me disant c'est sympa ce que tu fais, ce que tu veux le faire pour nous. Et en fait, c'est comme ça que j'ai vraiment découvert le monde de l'écriture. Et donc maintenant, c'est mon quotidien. Entre autres, je suis ghostwriter. Je fais aussi d'autres choses comme plus globalement du copywriting et même de la communication. Mais c'est une de mes grosses activités. Et je tiens à souligner, c'est assez marrant, parce que quand je t'ai contacté, tu as été celui avec le moins de freins. Ça te dit de venir ? Ouais, ok, j'y connais rien, mais discutons. Ouais, totalement. Déjà, merci et je trouve ça super sympa comme événement. Et puis, comme le disait Lionel, en fait, c'est super intéressant. On partage un point commun qui est l'écriture sous différentes formes, que ce soit dans le produit, que ce soit de manière un peu plus créative et artistique. Mais en fait, on se rend compte, on l'avait vu lors de nos premières discussions, qu'on a des méthodes communes, etc. Et donc, c'est intéressant de pouvoir en discuter. Voilà. Excellent. C'est marrant, la toute première personne que j'ai contactée, c'était Amandine. Et quand je lui ai parlé du projet, elle a formulé une analyse qui était extrêmement fine. Elle disait, d'un côté, on a les designers qui ont c'est assez cadré, c'est très appliqué. On aura la vision presque fantasmée de l'écrivain qui est en roue libre, mais qui finalement crée ses propres contraintes. Et puis, il y aurait peut-être des entre-deux où tu vas travailler sous la contrainte en tant que ghostwriter, mais c'est des contraintes aussi que tu peux te réinventer. Quel point commun on pourrait y voir entre vos disciplines là, finalement sur le designer, il est hyper contraint par un contexte donné, c'est hyper balisé, c'est même assez presque médical dans la manière de le pratiquer. On a souvent les clients ou les personnes qui ne sont pas dans le design se disent c'est hyper créatif, en fait c'est souvent méga balisé. Tout comme on pourrait aussi se dire c'est méga créatif d'être écrivain, ça l'est, mais quand on a défini ses contraintes, ensuite on doit les respecter. Alors pour avoir les 2 casquettes de l'écrivaine et de l'UX writer, je crois que dans les 2 cas, en tout cas dans mon cas, il y a la question de la prise en compte du public pour qui on écrit. Alors avec une contrainte plus forte sur les questions du UX writing, mais l'auteur ou l'autrice qui est en roue libre, oui, c'est une image qu'on a, mais dans ces cas-là, il ne vend rien et puis
crèvent un peu de faim au RSA, quoi. Ça existe, ça fonctionne pas très bien. Donc on a cette question-là, et je pense ce dont je parlais un peu plus tôt, l'importance du storytelling, de poser que ce soit d'un côté tes personnages et de l'autre en fait tes différents produits, les sous-sections, les interactions qu'on peut avoir avec, de montrer les aventures qui se passent quand tu écris un récit sous une forme un peu traditionnelle. De l'autre côté, ça va être en fait ce qu'on fait dans le produit. Et puis arriver à la fin une forme de réalisation. Et là, ça va être la complétion des tâches. On a ces deux choses-là qui se recoupent. Amandine, deux questions. Tu parles de storytelling. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est? Et quand tu dis c'est ce qu'on fait dans le produit, c'est quoi qu'on fait dans le produit? Du coup, deux questions. Qu'est-ce que le storytelling? Et alors, le storytelling, c'est un grand mot dont j'ai entendu parler super longtemps avant de me rendre compte qu'en fait, c'est ce que j'avais fait à la fac de lettres, mais que nous, on appelait ça de la narratologie. C'est l'étude des formes des récits. En gros, le récit, depuis toujours, tu as une situation initiale. Ce matin, tout allait bien. Situation initiale. Je suis sortie dans la rue, il n'y avait personne. Événement perturbateur. Après, à partir de là, tu vas avoir des tas d'aventures. J'ai cherché ce qui s'était passé. J'ai vu qu'Internet fonctionnait plus. Enfin voilà, des rebondissements. Et puis après, ce qu'on appelle les péripéties, tu as une résolution. Alors là, avec l'exemple que j'ai donné, j'ai du mal à avoir une résolution comme ça qui me vienne, mais c'est le modèle un peu de toutes les histoires depuis toujours, et l'humain est branché au niveau cérébral pour rentrer là-dedans et suivre ce type d'histoire-là. C'est aussi ce qui se passe en fait à un niveau un peu macro sur un produit, d'après moi, mais je vois bien que tout le monde ne me suit pas sur cette analyse-là. J'aimerais bien réagir, parce qu'il y a quelque chose, mais je me suis toujours posé la question, dans quelle mesure, effectivement, notamment avec vos métiers, dans quelle mesure vous avez des contraintes? Parce que c'est vrai que nous, en tant que UX Writer, dans nos métiers, on a affaire à différentes parties prenantes, des designers qui vont nous briefer, qui vont avoir certaines attentes de notre part, mais on a aussi le juridique qui va en avoir des attentes totalement différentes, le marketing, des métiers, on va avoir les PO, les PM, les BA aussi qui vont venir nous voir. Et donc tout ça, nous, on doit, en tout cas moi dans mon expérience, mon enjeu c'est de pas mal consolider un brief de contraintes et de faire en sorte de produire du contenu, un message, une information qui puisse avoir du sens, qui respecte le brief, mais qui aussi est une touche, la touche que nous on essaye aussi de donner en tant que UX Writer, cette dimension humaine, une dimension conversationnelle, et puis quelque chose qui est une touche éditoriale, qui reflète l'ADN ou la patte d'un produit ou d'une marque. Et donc moi j'ai l'impression que par exemple mon métier, il y a pas mal de contraintes, alors que mes interlocuteurs pensent que je vais avoir une idée qui va arriver d'un coup en un claquement de doigts, et puis finalement pour écrire 5 mots il me faut pas beaucoup de temps. Il y a un enjeu, finalement on pense qu'il y a beaucoup de créativité. Je me pose la question encore dans quelle mesure c'est un métier qui a finalement, si je suis créative, c'est dans quel sens, mais en tout cas je me posais la question, vous, est-ce que vous en avez aussi, et dans quelle mesure on pourrait avoir un point commun? Je vais commencer. Alors, à partir de l'idée de développer finalement un texte, au-delà du désir, qu'est-ce qui va le structurer? Eh bien, c'est la contrainte, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Je vais prendre 2 exemples. Une personne qui décide, toute seule, d'écrire un projet, imaginons que ce soit un roman, elle commence comment? Elle a simplement un appel, un désir, mais imaginons qu'elle est inspirée et qu'elle prend le temps pendant 1 heure d'écrire, et finalement elle va lire ce qu'elle a produit. Il n'empêche qu'en réfléchissant ou pas, on va avoir des réponses à des questions. Est-ce qu'elle écrit à la première personne? Est-ce que c'est au présent? Est-ce que c'est dans un décor, plusieurs décors? Est-ce qu'il y a c'est une intrigue minimaliste? Et il y a énormément de paramètres en réalité qui se déterrent, et on en prend conscience de plus en plus. Donc la seule différence effectivement avec une personne qui choisit ses contraintes de façon consciente, il va peut-être effectivement se poser les questions à partir de la structure dont tu parlais.
de la structure classique, et il va faire le choix, ce que j'appelle personnellement le cahier de charge intime, de quelles sont les contraintes qu'il va utiliser. Donc ça, c'est choisir soi-même ses propres contraintes pour pouvoir structurer son projet. Mais vous pouvez avoir finalement une personne qui est sollicitée, un auteur, pour une commande d'écriture. Et la commande d'écriture, il y a plusieurs questions qui se posent. C'est finalement, c'est pour qui? Pourquoi? Et à partir de ce pourquoi, quelles sont toutes les contraintes que la personne qui passe commande souhaite? Est-ce que c'est pour donc un texte pour l'oralité? Quelles sont les thématiques? Les thématiques, ce n'est pas le sujet. Donc, quelle est la différence que je fais? Donc, les thématiques vont me permettre de traiter, de développer un sujet précisément, mais quel est-il? Et puis finalement, on s'aperçoit que la liste des contraintes, elle est importante. La seule différence peut-être pour l'auteur qui choisit son projet, c'est qu'il va choisir des contraintes qui le mettent en joie. Forcément parce qu'il se les choisit. Mais une fois, et c'est ce que disait Romain tout à l'heure, une fois qu'on s'est choisi les contraintes, on est obligé d'en tenir compte. Donc est-ce qu'on les garde jusqu'au bout? Est-ce qu'on révise et on change les paramètres? On s'aperçoit que si on veut aller au bout du projet, on a plutôt intérêt, à un moment donné, assez rapidement, de valider ce cahier de charge intime pour pouvoir le porter. Voilà. Donc les contraintes, elles existent. Elles sont pas toujours facilement reconnaissables. Ce qui est important, je crois, et qui permet d'affiner son projet, c'est vraiment de se poser la question de pour quelle raison on est autant porté à l'écrire. Donc cet aller-retour entre ce qui se joue en soi et ce qu'on souhaite à partir du texte développer pour que ce soit vraiment fidèle avec ce qui nous porte. Voilà, de façon schématique. En fait, peut-être je vais rajouter quelque chose par rapport au système dont tu as parlé, sur la structure classique pour raconter des histoires, et qui est très précieuse. Parce que par exemple, les personnes qui disent « je veux raconter ma vie », on commence quand alors? On commence à l'enfance, à l'adolescence. L'élément perturbateur, il n'y en a pas eu un, il y en a plusieurs. Donc ça pose. Donc c'est super intéressant de choisir justement la temporalité. Mais ce que je veux dire là, c'est qu'au-delà de la structure classique connue et qui fonctionne et qui permet vraiment de s'identifier, ce qui est fort dans le storytelling, c'est ça, c'est que ça va générer en nous des émotions, des sentiments d'appartenance qui vont faire qu'on va plus facilement s'identifier au produit ou à l'expérience. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, un auteur qui décide d'écrire un livre peut le considérer comme un objet littéraire. Et il peut très bien se dire, je veux aussi pouvoir choisir son système narratif global. C'est-à-dire, il peut inventer une règle de jeu dans la façon de vous raconter son histoire, et ça peut ne pas être une histoire d'ailleurs, ça peut être autre chose, et ce système-là, il se construit. Voilà. C'est quelque chose qui peut ne pas respecter la structure classique, donc c'est plutôt une anti-structure, mais l'anti-structure, c'est pas le bordel. C'est quelque chose qui a été choisi, et au fur et à mesure, tu parlais de narratologie, ces codes de jeu qui nous sont transmis, nous, en tant que lecteurs, nous permettent de jouer avec ce que l'auteur a décidé de nous partager. C'est quoi, Lionel, une anti-structure, et une structure aussi, s'il te plaît? La structure, c'est ce que vous a présenté tout à l'heure, là, tu l'as fait brièvement, ce qu'on appelle la structure du héros, en fait. Et l'anti-structure, c'est se poser une autre question. Je veux raconter ce projet d'écriture, mais pas de cette façon classique. Voilà. Par exemple, l'élément, je vais vous prendre un exemple, l'élément perturbateur, il est très important parce que quand ça se produit pour votre personnage, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Et ça déclenche un deuxième paramètre qui est une contrainte importante, c'est l'objectif. Donc, est-ce que oui ou non, il va atteindre son objectif par rapport à la structure classique? Eh bien, les personnes qui peuvent dire, moi, mon projet, c'est d'écrire un texte symptôme, c'est-à-dire un texte bizarre, et ce sont des indices qui sont laissés au public pour qu'il puisse passer en mode détective. Donc il y a par exemple, c'est une posture un peu plus d'expérience qui est proposée au lecteur en disant j'enquête sur une manière d'écrire qui est bizarre, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et il va se poser des questions donc finalement interactives avec le texte pour découvrir finalement les raisons pour lesquelles le personnage est dans cet état. Écriture symptôme dans ce sens-là.
Et finalement, la révélation, qu'est-ce que c'est? La révélation, c'est qu'on va réaliser à la fin que l'incident déclencheur, c'est ce qui nous était caché. Donc ça, c'est un principe qui est, par exemple, un antisystème. On n'est pas habitué à ça. Voilà. Mais il en existe, c'est illimité. C'est notre imagination qui porte ça. Pardon, c'était très long. Pas de souci. Moi, je pense que dans mon activité, notamment de ghostwriting, j'ai un petit peu moins de contraintes. Simplement parce que aussi le format est beaucoup plus court, notamment si je rédige pour des dirigeants des posts LinkedIn. Et à la rigueur, ces contraintes, je les vois plus comme un process pour m'aider à mettre sur papier ce qu'on dit. Je les vois pas tant que ça comme des contraintes, mais ça c'est vraiment plus pour la partie ghostwriting. Après, si on vient sur de l'écriture d'articles de blog et qu'il y a du SEO en jeu, etc., là il y a beaucoup de contraintes. Moi personnellement, je trouve ça beaucoup moins plaisant quand j'ai des contraintes de placer tant de mots-clés, qu'il faut que le H1, le H2 ce soit ça, etc. Je trouve ça un petit peu moins plaisant. Mais dans le ghostwriting, globalement, c'est assez libre et c'est aussi pour ça que ça me plaît. L'idée, c'est vraiment d'essayer de discuter avec la personne, de clarifier ses pensées, l'aider à clarifier ses pensées, à structurer ses idées, tout simplement à les présenter. Et donc à partir de là, il peut y avoir des structures de posts, d'articles qui vont permettre de raconter plus facilement une histoire, mais je vois plus comme quelque chose qui va m'aider à retranscrire la pensée de la personne, plus que comme une contrainte finalement. Tu indiques qu'il semble y avoir peu de contraintes. Est-ce que au long cours, est-ce qu'il n'y a pas une forme de narration implicite qui se dessine au détour de tous les posts que tu pourrais rédiger? Et est-ce que ça, finalement, c'est pas déjà une conception que tu as en amont? Totalement. Moi, par exemple, quand j'écris, j'ai des templates qui sont tout prêts. Si je dois faire un post LinkedIn, je peux avoir 5, 6, 10 templates où là, on va raconter tel type d'histoire, là, on va raconter telle chose, là, on va mettre en avant tel fait d'actualité. Moi, j'ai juste discuté avec la personne. Je vais mettre les bonnes choses aux bons endroits, mais je le vois vraiment pas comme une contrainte pour le coup, parce que je peux dire tout ce que la personne me dit, mais ça me permet de structurer plus facilement mes choses. Mais donc forcément, il y a forcément une forme de narration dans le contenu, évidemment. La question que je te posais, c'était sur le volume de posts rédigés. Est-ce qu'il n'y a pas des fois de l'implicite qui se dessine si tu écris 100 posts? Il y a peut-être des messages induits, si tu as tout lu, tu comprends un sens caché que tu n'auras pas forcément si tu le lis de manière unitaire. C'était plutôt ça. Du coup, une structure parallèle, c'est-à-dire de manière unitaire, tu te dis c'est un objet, c'est un truc, c'est un bout de contenu, tu assembles tout et tu t'aperçois qu'il y a une sorte de narration qui est beaucoup plus subtile. Et c'est des choses que tu appréhendes avant ou tu le fais un peu en freestyle, c'est-à-dire... Ok. Non, honnêtement, j'intellectualise pas trop tout ce que je fais. Okay. Je laisse libre cours à ce que mon client va dire, à ma manière de voir les choses. Je suis quand même aussi... Alors ça, faut le préciser quand même, moi je travaille avec des fintech. C'est des messages qui sont assez neutres, qui vont parler de finance, de technologie. On va pas forcément parler de choses qui sont très personnelles, etc. Donc peut-être que la notion de storytelling est un petit peu moins importante. Elle l'est selon certains types de contenus, mais j'intellectualise pas trop la chose en fait, et j'écris le contenu comme il vient plutôt, sur des missions de ghostwriting, Okay. pas sur d'autres types de missions de copywriting, d'articles de blog ou de choses comme ça. Amandine, Louise, j'ai une... Je voulais réagir sur quelque chose, sur ce que tu disais, Lionel. En fait, tu parlais de choisir ses contraintes, et en fait, je pense aussi que dans nos métiers, on fait ça, c'est-à-dire que l'idée, en fait, c'est de mettre à plat toutes les contraintes, avec toutes les parties prenantes, finalement, tous les participants. Et la question qu'on va se poser, c'est, OK, on a tout ça autour de la table, est-ce que ces contraintes, on les garde toutes? Est-ce que, en fait, quand on les voit en face de nous, est-ce qu'elles sont vraiment pertinentes? Est-ce qu'elles sont vraiment nécessaires? Dans quelle mesure on peut les challenger? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on enlève? Et en fait, finalement, c'est peut-être là aussi où on peut trouver un peu de liberté et aussi de la créativité, aussi au nom de l'expérience utilisateur. La contrainte, je pense à la contrainte légale, mais je pense aussi au fait qu'elle doit venir s'insérer en fait dans une expérience pour l'utilisateur qui doit être pertinente. Et nous, en tant qu'UX, parce qu'on est avant tout des UX, alors certes, les mots, c'est notre outil de travail, mais on est là pour rappeler aussi, travailler ensemble,
faire une expérience de manière collective et collaborative et faire en sorte de rappeler, en fait, de se mettre à la peau des utilisateurs et qu'on s'engage tous en fait, pour produire quelque chose qui ait du sens pour eux et qui soit optimal. Enfin, ça me faisait réagir. Donc finalement, on est créatif. Oui, la question que je me posais, c'est les enjeux narratifs dans le l'UX Writing. Je me pose des questions quant au... J'ai l'impression qu'on zoome énormément sur les mots. C'est très... l'image que j'ai de l'UX Writing, c'est qu'on est très vite sur la science du langage, c'est très très précis. Et je vois moins le côté où on dézoome et on pourrait raconter des histoires. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus ? Alors, dans la salle, est-ce que plutôt tout le monde est de l'écosystème produit ou... Ah, pardon, à part vous. Levez le bras qui n'est pas dans l'écosystème produit. Ok, juste pour savoir à quel point je dois vulgariser. On fait souvent la séparation entre ce qu'on appelle UX, donc User Experience, et User Interface. L'interface, c'est ce que vous voyez, l'expérience, c'est ce que vous vivez, pour vraiment le dire très très vite. Je pense que ce que toi tu veux avec les mots, c'est la même chose que ce qu'on demande en permanence aux designers, des questions de choisir la couleur d'un bouton ou où mettre le bouton. C'est pas rien, mais c'est de l'interface. Et si tu arrives sur une interface sans la connaissance du métier de designer, tu te dis qu'en fait c'est quelqu'un qui a pris des petits morceaux, qui les a mis ensemble et ça fait une interface. S'il n'y a pas une réflexion, ça fait une mauvaise interface, ça fait une mauvaise expérience. Je pense que c'est la même chose vraiment pour le côté mot, en fait. Si tu réfléchis pas à la structure derrière, si tu découpes pas, si tu te demandes pas vraiment les besoins de ton utilisateur, ton utilisatrice, quand il ou elle arrive sur cette page-là précisément, tu vas aller à une mauvaise expérience. Tu parlais de points communs, il y en a un, c'est savoir ce que les gens qui nous lisent veulent. Alors peut-être Lionel, peut-être que toi tu as un petit peu plus de liberté, mais je pense qu'avec l'UX, le vrai point commun qu'on a, moi aussi en tant que ghostwriter, et juste de créateur de contenu, on va dire, c'est juste de se mettre à la place de la personne et de se dire qu'est-ce que la personne veut savoir, de quelle manière elle veut le savoir, donc de quelle manière elle veut procéder, elle veut avancer dans l'application ou autre. Et ça, je pense que c'est un vrai point commun qu'on a, notamment avec vous deux. Et puis toi, Lionel, je sais un petit peu moins, mais tu peux nous en dire plus peut-être. Je veux dire, dans le devoir d'être à l'écoute de votre client. Oui. Donc là, ça serait transposé dans le cadre des commandes, de commandes d'écriture. Rédaction, tout simplement. Oui. Quand tu écris un roman, une pièce de théâtre, ouais. tu te projettes dans ce que les gens veulent, ou tu fais ce que tu veux. Alors ça aussi, ça fait partie des contraintes. C'est-à-dire que, imaginons par exemple que la commande soit une adaptation. Une première question qui va se poser, c'est est-ce que c'est une adaptation donc classique, très fidèle au texte initial ? Est-ce que c'est une adaptation libre ? Donc déjà, c'est pas du tout le même enjeu, c'est pas le même espace de créativité. Et malgré tout, l'enjeu et le questionnement entre guillemets de la trahison. Parce que c'est toujours une forme de trahison, mais donc ça s'accompagne, donc ça passe énormément par effectivement le questionnement. Je pense après c'est à négocier, mais c'est vachement important que le créateur puisse avoir un temps de collecte, vraiment d'affiner, de bien comprendre les enjeux et les possibilités. Et une fois qu'il sait ce qu'il peut faire, une fois qu'il a posé le cadre, donc c'est quand même bien sérieux, de lui laisser totalement la liberté de développer et en étant attentif à ce qui peut se manifester dans la création, c'est-à-dire peut-être des trouvailles qui peuvent être intéressantes et qui nécessitent un arrêt et d'échanger de nouveau en disant il y a peut-être une perspective, je ne l'avais pas vue, qu'est-ce que vous en pensez, voilà. Donc voilà, il y a même, c'est un tandem, mais avec des temps plus importants de développement. Ça me donne envie de rebondir. Enfin, je trouverais ça génial d'écrire. Je trouve ça super d'écrire des livres ou d'autres contenus hors de nos métiers. Et justement, nous, dans nos métiers, notamment, je pense à nous trois, on est hyper orientés, on est centré utilisateur. Bon, c'est l'essence de notre taf.
Mais on va penser tout le temps à l'utilisateur, à comment je dois écrire mon message, qu'est-ce que je dois lui dire, qu'est-ce qu'il doit comprendre, de quoi il a besoin, c'est quoi son problème à ce moment-là, ou qu'est-ce qui potentiellement c'est une expérience positive aussi, qu'est-ce que là je dois véhiculer comme émotion positive s'il a vécu une expérience positive. Et quand on écrit un livre, dans quelle mesure en fait c'est bien ou pas d'écrire en pensant à ses lecteurs? Enfin, c'est une question que je me posais. Ouais, c'est une bonne question, je sais pas. Hein. C'est une très bonne question. Parce que je vais pas répondre directement, mais souvent je me pose cette question, ou je vous la pose, pour ceux qui vous êtes sur un projet d'écriture. En même temps, c'est est-ce que vous êtes conscient des sensations que vous recherchez à faire vivre à vos lecteurs? Et en fonction de la réponse, on peut affiner donc ce texte sur cette réponse-là. De la même façon, sur l'idée directrice. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous appelez ça, vous, mais l'idée directrice, c'est-à-dire quel est le message fort qui pourrait se résumer en une phrase à partir de votre projet, à partir du livre. Et ça, c'est une boussole précieuse qui va permettre effectivement d'être hyper attentif sur la manière dont on développe le projet. Et si cette idée directrice, elle n'est pas définie ou connue en amont avec donc le donneur d'ordre ou le client, ben c'est hyper risqué. C'est-à-dire qu'on peut réussir à répondre à la demande, mais en traitant un sujet qui n'était pas prévu. Donc l'idée directrice, c'est vraiment important. Je dirais que c'est ça. Comment penser au lecteur, déjà en étant en lien avec celui qui porte le projet, pour s'assurer que ce qu'il veut transmettre en termes de valeur, en termes de message, en termes de manière de faire, correspond vraiment à son idée. Voilà. On est plus libre quand c'est un projet personnel. Pour compléter un peu, je dirais que la question, c'est de savoir si tu écris un livre dans l'objectif d'être lu ou pas. Et en fait, tu peux écrire pour gérer des traumas, ou pour peut-être plus spécifiquement, pour être lu par des personnes que tu connais pas ou que par des personnes que tu connais. Tu peux écrire pour tes proches et tu peux écrire pour un cercle plus large. Et je crois qu'à partir du moment où tu écris pour des personnes que tu connais pas, enfin dans l'espoir d'être lu par ces personnes-là, si tu fais tout ton travail d'écriture sans jamais te demander effectivement ce que ça va faire de te lire, ça va faire un objet littéraire peut-être, mais qui trouvera pas son public par définition. Mais c'est génial parce que je trouve qu'on a trouvé un autre point commun qui est finalement en fait les émotions, à la fois des lecteurs et nous en fait des utilisateurs. Juste pour ça. Et je voulais rebondir là par rapport à ce que tu as dit à l'instant. Il y a des personnes qui effectivement vont choisir l'écriture pour sa valeur thérapeutique, donc ne se pose pas la question de la destination de la lecture. Et une fois que le texte est terminé, elle se pose. Et là, ce qui est super intéressant, c'est émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai envie de faire lire ou est-ce que je me l'interdis? Et ce qui est fou, c'est que parfois le projet, donc il est allé jusqu'au bout, il existe, il y a le désir de le faire lire à certains, mais pas à d'autres. Et comment on fait? Et comment on gère cette autocensure? Enfin voilà, c'est juste un autre sujet que je trouve hyper intéressant, parce que souvent on se dit, bon, ben, comment se mettre en créativité, comment écrire, et ben, effectivement, et une fois que je vais jusqu'au bout, une fois que ça existe, c'est quand même pour vivre l'expérience. Alors pour un livre, c'est juste la lecture, mais voilà, je trouve ça incroyable que parfois le projet se finalise, se termine, et qu'il reste interdit, voilà, imperméable. Moi, je voulais revenir un peu sur ce que tu avais commencé à dire, sur le fait d'écrire pour des gens, même d'écrire pour soi. Et en fait, et moi, c'est ce que je fais maintenant dans mon quotidien. Pour tous ceux, par exemple, qui veulent se mettre à créer du contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux, qui veulent écrire en tout cas du contenu pour eux, la puissance d'écrire au quotidien ce qui nous passe par la tête. Des fois, moi, je le vois avec des clients qui me disent « mais de quoi je vais pouvoir parler? J'ai pas d'idée, j'ai pas de storytelling à faire ». Mais en fait, dans nos vies, il se passe tous les jours des choses qu'on pourrait raconter.
et c'est juste qu'on prend pas le temps de les noter, de s'en souvenir. Et en fait, c'est la première étape pour moi pour pouvoir commencer à simplement à créer du contenu, c'est de se dire, il se passe plein de choses dans nos vies. Si je veux créer du contenu, je vais prendre mon téléphone, je vais ouvrir mes notes, je vais noter ce qui se note en total brouillon, hein. Moi, c'est ce que je fais, par exemple. Moi, j'ai ma propre création de contenu. Je vais avoir une idée, je vais la noter sur mon téléphone, dans le métro ou en marchant. Et puis peut-être qu'une semaine, 2 semaines après, je reviendrai dessus et je pourrai en faire quelque chose. Et en fait, je me rends compte que ce qui est vraiment très important quand on veut écrire, c'est peut-être le cas aussi pour vous trois d'ailleurs, c'est juste de se dire il faut que ça soit une habitude. L'habitude d'écrire, et puis après, il faut juste publier, quoi, tout simplement. C'est marrant ce que tu dis. Est-ce que dans l'écriture au quotidien, je dirais que moi en tant que designer, j'ai de plus en plus la flemme de dessiner. Je trouve que l'écriture, ça aide à structurer ses idées. Le fait de faire des plans, des bullet points, ça va vite. Et ouais, ça va vite, c'est rapide. Et un dernier truc, j'avais fait des exercices avec Lionel. Et quand je lui rendais ma copie, parfois je pensais à voix haute en disant bon, là il faut que j'écrive, donc j'écris le fait que je dois écrire, je sais pas encore ce que je vais me faire chauffer un café, je vais faire ceci, cela, j'écrivais absolument tout ce qui me passait par la tête, un peu comme si on avait un moment où on dit allez tac on tourne, et là c'est le vrai rendu, et ensuite une parenthèse de ah, là je fais n'importe quoi, je recommence. Et c'était assez rigolo ensuite de relire et d'accéder à un peu comme un crayonné dans le dessin. On pourrait regarder que le résultat final, et en même temps, le fait de tout écrire, ça m'aidait aussi à me canaliser en me disant bah là, il faut que je m'échauffe. Je ne sais pas encore ce que je vais écrire, mais je sais qu'il faut que j'écrive. Et un peu comme en dessin, il faut d'abord commencer un peu à s'échauffer, lancer des premiers crayonnés, et de fil en aiguille, mémoire kinesthésique oblige, bah le tracé va s'épurer. Ouais, non, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais. Écrire pour soi, dès qu'on a une idée qui nous passe par la tête, c'est surtout un très bon moyen de structurer son raisonnement et ses idées. Et c'est un super moyen. Et alors, c'est d'autant plus le cas quand on va jusqu'au bout, entre guillemets, du process et qu'on souhaite le publier. Parce que quand on souhaite le publier, on se met forcément un petit peu plus de pression. On va faire en sorte que le message soit encore plus clair. Et moi, en tout cas, je trouve que c'est une très bonne méthode pour pouvoir structurer sa pensée et ses idées au quotidien. Et pourquoi pas se soulager un petit peu de charge mentale parfois aussi, quand on pense un petit peu trop. Et l'écriture, ce qui est aussi très intéressant, c'est que ça peut réduire drastiquement des temps de réunion où à chaque fois on est là, faut qu'on en parle. Hein. Écris le truc, hein. Typiquement pour des événements flippa, faut que je te parle d'un truc. Hein. Pose un titre, tu t'adresses à qui, comment, pourquoi, en quoi c'est mémorable, en quoi c'est intéressant. Juste fais 2-3 boulettes. Non mais on va en parler. Et du coup souvent c'est moi qui me tiens à prendre les notes, faire le compte rendu. C'est bon, c'est ça, non, faut encore bouger un truc. C'est parfois fatigant de vouer le metteur en scène à bouger les trucs, mais finalement c'est extrêmement salvateur que d'écrire. Ça fait office de mémoire, et on peut aussi itérer. Aussi comme des fois des longs passages où on écoute la personne qui va nous expliquer tout le process pour à la fin arriver à la finalité, ce qui nous intéressait. Bah ça, on peut quasiment se faire un monologue face au miroir, de dérouler tout le truc et arriver à en déduire une structure. Des fois, il y a des réunions qui sont longues, elles sont utiles, mais on pourrait presque le faire tout seul, de se raconter l'histoire. Je fais ça. En fait, la finalité, c'est d'ouvrir une porte. Ok, bon, bah, tu me dis direct, j'ouvre une porte qui me permet de déboucher sur ça. Ok, merci, au revoir. Des fois, c'est long, en fait, ces temps de réunion pour arriver un peu comme chez un psy, où on va raconter tout le truc, et puis à la fin, à la fin, j'ouvre la porte. Ok, bon, bah, tu me disais juste ça, c'était aussi intéressant. Je trouve que l'écriture, ça permet de faire ça, des fois de réduire de l'échange qui pourrait être pollué et polluant. Enfin, tout du moins, on peut le faire sans polluer son prochain. Oui, je voulais rebondir par rapport au rituel, effectivement, ces temps d'écriture que vous accordez. Ce que je trouve hyper important, c'est tout simplement se donner rendez-vous avec soi-même chaque jour, et même si au final, c'est pas pour écrire, mais juste cet espace-là, que ce soit un temps pour lire quelque chose que vous avez envie de lire, de réfléchir, de prendre des notes, parce que ça peut être juste quelques notes, et puis on n'y pense peut-être pas assez, le dictaphone. Aujourd'hui, avec le téléphone portable, il y a toujours la fonction dictaphone. De pouvoir juste partager ses réflexions, mais pouvoir répéter ça chaque jour, un peu comme un sanctuaire sacré, c'est le vôtre. Il y a quelque chose qui est incroyable, c'est le fait de le répéter. Vous allez prendre plaisir à vous dire, mais là, il n'y a aucune pression, en fait. C'est juste avec moi-même, et c'est l'espace créativité ou réflexion aux notes. Et ça crée un matériau, au fur et à mesure, qui est incroyable.
Voilà, je voulais juste le partager. Bon, moi je vais jeter un pavé dans la mare. Enfin, je croyais en fait, jusqu'à vraiment me mettre à écrire des textes plus littéraires, que j'avais pas de syndrome de la page blanche. En fait, la vérité, c'est que l'activité, en tout cas, ma vérité pour l'instant, c'est que l'activité d'écriture dans le cadre d'une équipe de design, le jour où on n'arrive pas à écrire, c'est que la réflexion n'a pas été bien faite. C'est qu'on n'a pas posé les bonnes questions, il y a plein de raisons pour ça. Si on a bien travaillé, en fait, la question d'écrire, elle vient vite. Et on peut nous voir écrire une page et se dire qu'en fait, ça prend 5 minutes et que, bon, quand même, on se moque un peu du monde. La vérité, c'est que le travail d'avant, il est absolument nécessaire. Donc, ça donne l'impression qu'on ne se pose jamais toutes ces questions-là. Et en fait, elles nous empoisonnent moins parce qu'on sait exactement quelles questions... Enfin, avec l'expérience, on finit par savoir exactement quelles questions poser, à qui aller les poser. Et si je reprends la question du storytelling de tout à l'heure, bon, bah, mon film Catastrophe, où il n'y a plus personne dans Paris, soit la narration, elle va commencer, je suis seule dans Paris et je sais pas, je me suis blessée la main et je braque une pharmacie. Ok, ça c'est un film américain, un peu catastrophe. La version film français, probablement, ça commencera à mon enfance. Et la question, c'est si j'ai un produit, en fait, il est où ? Est-ce que j'ai un produit type bouton d'urgence sur les applications plutôt destiné à des femmes en cas d'agression dans la rue ? C'est pas le moment de se lancer dans un truc de narration, il faut qu'il soit efficace tout de suite. Donc voilà, encore une fois, la question de la structure et de l'ensemble des informations qu'on doit avoir, ça arrive avant l'acte d'écriture pour moi. Pour rebondir, moi, là pour le coup, peut-être que je vois une petite différence avec vous, dans le sens où, en tout cas moi, dans ma pratique, quand je fais de l'UX Writing, je me dédie pas forcément des matins, des moments de créativité, ou alors pour le coup, je le ferai plus pour moi, c'est-à-dire que de ma titre personnel, si je réussis à me lever à 6h du matin pour faire ma méditation, écrire 3 feuilles, pour le coup, c'est un super bon exercice. Vous pouvez lire le livre de Julia Cameron, Libérez votre créativité, que moi j'adore. J'ai pas fini de le lire, mais en tout cas, sur les premiers chapitres, il y a un super truc qu'elle conseille, c'est le matin, levez-vous et écrivez 3 pages. Et vous écrivez tout ce que vous voulez. Et en fait, juste ça, en fait, il n'y a rien qui va sortir de lisable, ou de lisible, on va dire, mais en fait, faites-le pour vous, juste pour faire une sorte de détox, poser en fait vos angoisses, vos envies, vos désirs, et en fait, juste, ça fait un super nettoyage de cerveau. Et pour le coup, je trouve que ça libère pas mal pour la journée, juste pour sa vie, la manière dont on va vivre sa journée, mais aussi après pour ce qu'on va pouvoir faire, et notamment en termes d'écriture. Mais ça, c'est plus pour mon côté un peu personnel, et j'adore prendre des notes vocales, je trouve ça assez cool aussi. Mais pour la pratique, on va dire, de l'UX Writing, et là, je rebondis sur ce que tu disais, Amandine, en fait, l'exercice d'écriture en lui-même, c'est pas là où je vais passer le plus de temps. Là où je vais passer énormément de temps, en fait, c'est de mettre tout le monde autour de la table et de en fait, construire le brief ensemble, qu'est-ce qu'on veut dire, pourquoi, etc. C'est quoi l'enjeu, c'est quoi notre rêve, c'est quoi aussi les contraintes, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on prend pas. Réfléchir avec eux, voire même commencer à écrire avec eux. Moi, pour le coup, je fais pas mal d'ateliers en fait, d'écriture où chaque partie prenante écrit et puis on essaye de converger ensemble et j'essaye un peu de voir les idées de tout le monde. Et finalement, il n'y a pas mieux pour moi que l'écriture collective. Enfin, moi, les meilleurs trucs que j'ai pu faire, c'est quand j'ai écrit finalement pas toute seule, mais avec en fait des gens. Et pour le coup, quand j'essaye maintenant, quand il est temps de formuler quelque chose, de faire une proposition, ce que je fais en termes de méthode, souvent je m'arrête quand je trouve pas l'idée, en fait je vais aller marcher, je prends une pause, c'est hyper important pour se relancer dans son boulot et je pense que c'est pas que pour les UX writers. Et puis aussi je vais pas mal en fait en allant faire mes courses ou en marchant 30 minutes ou 1 heure, en fait je me fais des notes vocales ou je m'envoie des mails en fait avec des bris d'idées parce qu'en fait le cerveau des fois sans que vous y pensiez il réfléchit en fait à vos sujets et en fait mais il y a des trucs qui viennent d'un coup. Et souvent, quand j'essaye d'avoir une touche éditoriale, une patte, une formule, une chouette formule à dire à l'utilisateur, mais j'arrivais pas à la trouver, c'est souvent en fait quand je marche et que je m'envoie des notes ou des mails que je réussis à trouver une bonne piste. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Me poser pendant
1 heure, 2 heures, un après-midi, un matin pour réfléchir à ce dont je vais écrire. J'y arrive pas. Alors des fois j'y arrive, mais j'ai du mal à me dire je vais me fixer un créneau sur lequel je dois écrire. Et plutôt comme toi, je prends l'habitude au fur et à mesure, dès que j'ai une idée, de la noter. Et en fait après du coup j'ai plus besoin de me poser pendant 2 heures pour parler pour mettre sur papier mes idées, parce qu'en fait je les fais au fur et à mesure. Et puis typiquement au bout d'une semaine je vais me retrouver avec 1 semaine, 2 semaines de contenu devant moi. Mais je préfère le faire au fur et à mesure, comme tu dis, quand l'idée elle vient, c'est fluide, ça va très vite. Et moi j'ai plus de facilité à fonctionner de cette manière, plus que me poser pendant 2 heures, ou des fois pendant 2 heures tu vas écrire super bien, puis des fois pendant 2 heures tu es là et tu vas rien faire. Donc je préfère au bout de 10 minutes me dire bon c'est pas pour maintenant. Moi, je me pose une question sur les manières d'écrire. Les designers, souvent, travaillent en groupe. Il y a une logique systémique qui s'est imposée de manière massive, les design systems, une uniformisation qui est quasiment indéniable depuis l'avènement du responsive et d'autres techniques d'accessibilité, etc. L'écrivain, on pourrait supposer qu'il travaille seul, mais Lionel, j'aurais une question à te poser dans l'écriture de scénarios, notamment de séries. Et le ghostwriter, a priori, travaille aussi seul, mais peut-être aussi avec des équipes de communication des personnalités. Du coup, comment ça se passe de votre côté? Les designers travaillent souvent en groupe avec une contrainte, il faut satisfaire, il y a un commanditaire, il y a des utilisateurs, enfin il y a tout un tas d'acteurs qu'il faut inclure dans la boucle. L'écrivain / scénariste, je pense à de l'écriture de séries, je pense à Plus belle la vie, où les équipes sont hyper grosses et parfois tentaculaires, avec des hypothèses qui peuvent être éjectées selon l'actualité, des Netflix, etc. etc. Les équipes sont assez grosses. Et toi, Thomas, en tant que ghostwriter, où en apparence on pourrait se dire tu travailles tout seul, mais est-ce que finalement, tu n'es pas connecté aussi à d'autres enjeux de communication, de la communication beaucoup plus globale? Pas forcément, ça va dépendre des entreprises avec lesquelles je travaille. Si c'est une entreprise qui est, on va dire, une start-up, je vais écrire pour le dirigeant, par exemple. C'est lui et moi, c'est juste ça. Quand on est sur des entreprises un petit peu plus grosses, typiquement si on parle d'une banque, ça peut être plus compliqué, tu as les équipes com qui vont regarder, etc. Mais purement l'écriture, généralement c'est moi. Il n'y a que moi. On ne va pas me dire t'écris de telle manière ou t'écris de telle manière. Je suis assez libre là-dessus. Sur des startups, petites entreprises, c'est vraiment moi et le dirigeant. Et sur des plus grosses entreprises, tu peux avoir peut-être 1 ou 2 personnes dans la com, mais globalement, mon travail d'écriture est assez solitaire. J'ai pas de contraintes extérieures en tout cas. Je fais jamais une réunion de 3 à 4 personnes où on dit de quoi on va-t-on écrire. Je suis toujours une première réunion avec la personne. De mon côté, je mets sur papier, je le fais pas en direct avec le dirigeant. Et puis après, il y a une V1, potentiellement une V2. S'il y a une V3, c'est que j'ai un petit peu déconné. Et puis, non, globalement, c'est assez solitaire l'écriture quand tu es ghostwriter, mis à part avec le dirigeant. Excellent, merci. C'est tout bon pour moi, merci. Tu posais la question pour les séries. C'est le même fonctionnement qu'en équipe. Une fois que le créateur de la série a travaillé sur ce qu'on appelle une Bible, et que tout le monde peut se référer à la Bible, c'est-à-dire la liste des personnages, le contexte historique, social, l'environnement, le décor, les personnages, bien sûr, les pouvoirs éventuels, eh bien, on peut créer des équipes qui sont en charge de développer les scènes dialoguées à partir d'un scénario, donc avec quelqu'un qui est directeur, qui coordonne, on va dire, les poules de scénaristes, mais après c'est le même principe d'un collectif. Donc là, oui, dans ce cas-là, oui. Mais... Là, finalement, on est assez proche de problématiques de design, là, dans ce que tu décris, la Bible, un cahier des charges, des personnages qui sont créés, que tu vas modeler, que tu vas jouer. Ça devient complètement du design. C'est exactement pareil, là, c'est bien sûr. C'est l'écriture collective avec des enjeux importants. Et puis, surtout, on parlait de contraintes, la cohérence dans les trajectoires de chaque personnage avec les intrigues secondaires, principales. Donc oui, il y a forcément même une nécessité à ce que la supervision soit multiple.
La cohérence chez nous, c'est un vrai sujet. La cohérence, ne serait-ce qu'en termes de... Enfin, là, je rebondis, mais c'est vrai qu'on a, ne serait-ce que dans la terminologie, faire en sorte de toujours nommer les choses de la même manière au sein d'une expérience pour ne serait-ce que permettre à l'utilisateur d'avoir des points de repère et comprendre ce qu'on lui désigne et ce qu'il doit faire face à ce mot, face à cette notion. Et après, pour rebondir par rapport à est-ce qu'on travaille seul ou en équipe, c'est vrai que souvent dans les endroits où on travaille, on va être entouré d'une équipe produit, on va être entouré d'une équipe design, mais c'est vrai que souvent dans le métier quand même de l'UX Writing, on est souvent parfois encore le seul UX Writer, et finalement on peut quand même avoir des moments assez solo. Et justement, je pense que ça m'intéresserait d'avoir ta vision aussi, Amandine, mais je pense que justement l'enjeu, c'est si en fait on est la seule ou le seul à représenter cette expertise, à être l'UX Writer, je pense qu'un de nos enjeux en fait, c'est justement avoir pas le sentiment de travailler seul, parce que notre travail en fait est super collectif. On est quand même une expertise sur laquelle il faut encore qu'on installe encore. Donc en fait, plus on travaillera avec les gens, plus on leur parlera de notre métier, plus on fera les choses ensemble, plus en fait l'UX Writing pourra s'installer. Et on voit bien, l'idée, l'enjeu aujourd'hui, c'est de montrer qu'on ne peut pas faire de design sans les mots. L'expérience n'est rien sans l'écriture et elle n'est rien non plus sans l'UX, sans l'UI. Mais donc pour moi, c'est l'enjeu qu'on a, c'est que même si on travaille seul et qu'on est le seul UX Writer, l'enjeu c'est d'être un maximum dans la collaboration et de travailler un maximum en équipe pour produire quelque chose qui soit utile pour l'utilisateur. Alors, pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que tu viens de dire, Louise. Dans un monde idéal où il y aurait assez d'UX Writers dans les équipes, je pense qu'on ferait autant d'ateliers que les designers. La vérité, c'est que dans le meilleur des cas, il y a un d'entre nous pour 4 ou 5 designers. Ça nous laisse quand même moins le temps de pousser les explorations. Donc on doit souvent se passer de toutes ces étapes-là. Ce qui est dommage, puisque d'après moi, les étapes d'atelier ont un intérêt très stratégique de montrer ce qu'on fait, de montrer que justement, c'est pas à la portée de tout le monde et qu'il y a une vraie réflexion et un travail. Là où on va avoir les 4 ou 5 mots qu'on a fait et penser qu'on n'a finalement pas fait grand-chose. Ouais, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet de la solitude de l'UX Writer. Le temps passe, j'allais vous proposer, est-ce que vous avez un mot de la fin? Est-ce que pour vous c'est ok? Est-ce que vous avez des choses à ajouter avant qu'on propose au public de poser des questions? Pas forcément. Intégrer des UX Writers dans vos équipes, je pense que c'est important. Si, moi je vais juste ajouter un petit appel qui est en lien avec cet événement sur l'UX Writing. Je cherche un profil level designer pour un prochain événement, à savoir comment on articule des mécaniques de jeu dans une logique scénarisée, en quelle mesure on forme des expériences singulières. S'il y a des gens qui connaissent ou reconnaissent ce type de profil, il m'intéresse. On est un peu au carrefour entre j'écris des histoires, j'écris aussi de la mécanique de jeu qui fait système. Comment je l'articule pour créer un jeu, créer des expériences, sujet finalement peu abordé dans l'UX. Voilà, enfin, Thomas, t'as... Non, pas forcément de mots pour la fin. Merci pour l'organisation, merci à tous de nous avoir écoutés. C'est pas totalement terminé. Et si vous avez des questions sur le métier de ghostwriter, surtout n'hésitez pas. Puisqu'on arrive à... Est-ce que vous avez des questions particulières? Donc, il y a combien de mains, juste pour savoir? 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5. Je vous propose qu'on prenne 5 questions, si ça vous va. Entre-temps, s'il y en a d'autres qui se réveillent, ce sera entre guillemets trop tard. On entend ça. Bonsoir, merci pour l'intervention. J'avais une question qui m'est venue tout de suite à l'esprit. L'impact de ChatGPT et l'IA sur vos métiers. Parce que je suis moi-même...
je bosse aussi au Crédit Agricole sur des sujets de legal design. Et ChatGPT est mon meilleur ami puisque je ne connais rien au juridique. C'est aussi pour ça que l'on m'embauche. Et du coup, je voulais savoir si ça avait un impact favorable, défavorable, enfin dans quelle mesure voilà, ça change et ça bouscule vos métiers. Alors, ça change le métier, oui. Il y a une chose qu'on sait peu sur les intelligences artificielles, c'est qu'elles ont ce qu'on appelle des illusions. Donc elle peut affirmer des choses et elle n'a aucun moyen de savoir ce qu'elle affirme quand c'est faux. Enfin, elle ne peut pas distinguer ce qui est vrai de faux. Et donc elle va te donner des réponses sans vraiment savoir. J'imagine sur les questions de légal, ça peut être un problème et pas secondaire. Ensuite, plus spécifiquement sur nos métiers, l'intelligence artificielle, elle va compiler ce qui a été fait jusque-là et te donner une version, ce qui peut être hyper utile à plein d'endroits. Et je pense que aller avec un texte qui est trop long sur une intelligence artificielle et lui demander de le raccourcir, lui demander de le rédiger selon des règles d'accessibilité ou ce genre de choses, ça va être utile. Mais de même qu'on peut utiliser Grammarly, qui est un très bon correcteur d'orthographe très amélioré, pour autant, il ne va rien faire seul. Donc je pense que c'est un outil, et c'est un outil dont il ne faut pas avoir peur, c'est un outil qu'il faut apprendre à maîtriser. Notamment dans les design et content systems, on peut donner des exemples de prompts dont on sait qu'ils ont bien fonctionné, puisque pour éviter aux designers le travail d'aller formuler ça pour une intelligence artificielle, ce qui est encore un sujet de contenu, en fait, bien rédiger les prompts. Donc on peut intégrer ça, nous, dans les systèmes sur lesquels on travaille. Ça va nous aider à créer des boutons. Pour autant, encore une fois, moi j'estime que notre travail, c'est pas de véritablement d'écrire le contenu des boutons. En tout cas, c'est une petite partie de notre taf, qui n'est pas négligeable, mais c'est pas tout ce qu'on fait. Totalement d'accord. Enfin, je pense qu'on est, enfin, pour le coup, enfin, moi, en tout cas, je l'utilise et en fait, ça me permet de me challenger. En fait, je perds énormément de temps et d'ailleurs, j'ai beaucoup de frustration à essayer de réfléchir toute seule à une bonne idée. Et en fait, ChatGPT va pas du tout me produire ma version finale, mais en fait, elle va me challenger, elle va me permettre d'ouvrir mon esprit quand en fait je bloque et je fais du ping-pong avec moi-même en mode je sais pas quoi, je sais plus, je suis bloquée. Et en fait, je trouve que ça challenge énormément et ça aide pour aller plus vite. Oui. Pour moi, ChatGPT, c'est un super compagnon de jeu. Et on parlait de contraintes tout à l'heure. C'est une machine à produire ses propres contraintes si on ne lui donne pas les nôtres. Et c'est ça le prompt. Donc du coup, c'est apprendre à boxer avec lui. Et j'ai fait une petite expérience que quand c'est sorti, je me suis dit je vais lui faire écrire une petite pièce de théâtre. J'ai dû prendre du temps pour faire ce ping-pong avant qu'il la fasse. Et il est arrivé à quelque chose qui était sympa, mais c'était pas suffisant. Et j'avoue qu'il a pensé à une, comment je pourrais dire, une équation à laquelle j'avais pas pensé. Je me suis dit waouh, c'est super ça. Donc c'est un très bon compagnon de route qui peut nous aider, mais il faut vraiment boxer, jouer avec lui volontiers. Et le danger, c'est si on lui délègue la responsabilité d'avoir l'autorité sur le projet. Alors là, on se flingue en fait. Mais ça serait de la bêtise. Donc pour moi, c'est vraiment un outil. Ouais, je suis totalement d'accord. Moi aussi, je l'utilise beaucoup. Je l'utilise pas en partant de rien. Il y a la notion de contrainte qui est importante. Moi, par exemple, une manière dont je l'utilise beaucoup, c'est que je vais le briefer en fait. Je vais lui faire un brief, je vais lui dire il faut parler de ça, il faut parler de ça, il faut parler de ça. La vraie valeur qu'il peut y avoir dans l'article, dans le blog, etc., c'est moi qui vais lui dire il faut qu'on parle de ça, il faut qu'on parle de ça. Et lui va plus m'accompagner après sur des propositions de texte, de rédaction, de formulation, des choses comme ça. Je l'utilise pas du tout à 100%, et je pense que si on utilise ChatGPT à 100%, en tout cas pour écrire du contenu, on se retrouve avec des choses totalement bateaux. C'est le vrai risque. Je l'utilise absolument jamais. On parlait d'information. Si je l'utilise pour de l'information, je vais checker sur Google dans tous les cas. Je l'utilise absolument pas pour me renseigner sur des choses, plus vraiment dans mon process d'écriture ou pour gagner un petit peu de temps. Plutôt. Il y avait d'autres questions à gauche et à droite aussi.
Bonsoir. Une question d'un point de vue méthodo. Tous les UX utilisent des approches méthodologiques différentes pour résoudre les différentes problématiques auxquelles ils sont confrontés. Vous avez parlé de vos différentes approches ce soir, mais pas du tout de l'aspect méthodologique. Ou en tout cas, si vous l'avez abordé, mais pas de façon structurée comme un UX designer pourrait le faire. On pourrait utiliser un ensemble de méthodos pour structurer son travail et amener des process, ces process, jusqu'à l'élaboration d'une solution, ou en tout cas d'itération qui amène à une solution. Je voulais savoir si vous utilisez des méthodes d'UX writing spécifiques, si vous en avez inventé, ou si vous vous inspirez de méthodes existantes pour writer pour l'expérience. Merci. C'est vrai qu'on n'a pas abordé ce point, donc partez de cette table ronde en vous disant que nous avons une méthode de la méthodologie. En fait, je le redis, hein, mais on est des designers, donc en fait on utilise déjà, on est des designers comme les autres, c'est juste que notre outil de travail c'est les mots et on produit des mots. Mais donc on va s'intégrer dans la méthodologie design. Donc en fait, ce qu'on essaye de faire, on va faire des audits de terminologie, on va faire des audits édito pour voir un petit peu les tournures qui existent, etc. On va s'appuyer sur de la documentation faite ou complète ou pas qui serait à construire. On va faire des benches mais nous pour le coup, on va réfléchir d'un point de vue sous le prisme en fait des mots et de l'édito. On va utiliser donc ces mêmes méthodes, mais c'est juste voilà, on va utiliser un autre prisme. Donc on a toute une méthode en fait d'exploration jusqu'à en fait jusqu'au test où on va où l'enjeu c'est aussi tester notre écriture en s'intégrant au texte design ou aussi en faisant des tests dédiés. On pourrait par exemple faire si je ne sais pas par exemple entre deux j'hésite entre deux axes totalement différents pour ma charte éditoriale. On peut très bien faire un A/B test où on ne teste que l'écriture, pas autre chose pour pas biaiser, où on va voir dans quelle mesure, par rapport à nos utilisateurs, qu'est-ce qui est apprécié, qu'est-ce qui est voulu ou pas. Bon, après, on pourrait faire toute une table ronde sur la méthode de l'UX Writing, mais il y en a, et je te laisse compléter peut-être. En fait, au-delà de compléter ça, la question c'est comment on pourrait travailler sans méthode. Enfin, la réponse est oui, on a des méthodes, on a des méthodes de la phase exploratoire qu'on appelle discovery jusqu'au test, comme tu le disais. Mais nous, on va se concentrer davantage sur les mots. Par exemple, dans les phases de préparation sur un projet, nous, on va aller voir les utilisateurs et voir, par exemple, s'ils comprennent les mots de ce qu'on va essayer de leur vendre. Ce que les designers d'expérience ne pensent pas vraiment à faire et mettre en place quelque chose qui va être pas compris et après passe complètement à côté. On peut venir, nous, en complément sur des points comme ça, plus précis. Et après, oui, il peut y avoir une table ronde sur les méthodos qu'on peut mettre en place ou qu'on a déjà mis en place. Il y avait d'autres questions là-bas. Bonsoir, Mélanie Vergul de TF1+, avec William d'ailleurs. J'avais une question, c'est plus pour les UX writers. Pour vous, quel est le meilleur moment pour intervenir sur un besoin produit ? Le plus tôt possible. Voilà. Avant. Et est-ce que vous travaillez justement en collaboration constante avec les designers ? Idéalement, oui, parce que sinon ça se passe pas bien. Ouais. Enfin, on peut faire autrement, hein, mais ça donne des choses où nous on vient corriger une couche, quelque chose qui a déjà été fait, et on va pouvoir intervenir à ce moment-là que sur l'interface et pas sur l'expérience, et on va pouvoir rattraper des choses, c'est sûr, et on va pouvoir sur l'événement qu'on a organisé avec UX Writers FR, il y avait Johan Elmaleh qui est chez Bouygues qui nous expliquait comment, en changeant quelques mots sur l'interface d'achat, en gros, ça a rapporté des millions par année à Bouygues, littéralement des millions. Moi, j'avais fait quelque chose d'un peu comme ça chez Accor à l'époque aussi. On va pouvoir faire ça et on va pouvoir avoir des chiffres très impressionnants. Pour autant, là où on travaille le mieux, c'est quand on est là depuis le début. Bien sûr. Je trouvais ça important de le souligner, c'est pour ça que je viens en parler. Bien sûr.
Merci de le souligner parce que je pense que c'est primordial, et quand on dit avant le plus tôt possible, c'est au moment où en fait les designers sont briefés, c'est au kick-off en fait. On est des designers encore une fois comme les autres, donc en fait on doit pouvoir démarrer au même moment que les designers, et ça m'amène à un point important, et je pense que c'est important que vous repartiez avec ça, mais on est des designers de mots, mais on n'arrive pas, on n'est pas là pour changer pour remplacer du lorem ipsum par une phrase ou changer une phrase qui aurait été proposée par les designers avant nous pour une autre phrase. Et c'est pour ça aussi que le nom de notre métier évolue pour potentiellement content designer, parce que l'enjeu, c'est pas forcément trouver la bonne formule, le bon message qui fait 2 lignes. C'est peut-être en fait l'endroit où je l'ai placé, la forme qu'il a, le moment où il est communiqué n'est pas le bon moment. Et donc en gros, les UX-writers réfléchissent sur le contenu, le content, quand est-ce que j'amène le message, comment je l'écris au bon endroit, au bon moment, de la bonne manière. Et donc c'est pour ça que c'est important aussi de souligner qu'on n'est pas juste là pour écrire, on est là aussi pour concevoir. Mais on ne conçoit pas à la place des UI, on ne conçoit pas à la place des UX, on va collaborer ensemble, on va co-concevoir ensemble avec en fait les expertises des uns et des autres, et c'est ça qui va produire une expérience qui va être pertinente aussi pour les utilisateurs. Je vous laisse repasser le micro. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention à tous. On voit qu'on a tissé le parallèle tout le long entre écrire pour de la commande et pour son employeur, ou pour écrire pour soi. Et du coup, comme je suis la seule designer dans mon entreprise, j'ai pas de difficulté, on va dire, à écrire pour mon employeur. Mais par contre, dans la création pour soi, je fais beaucoup de brouillons, j'ai beaucoup de prises de notes, de vocaux, etc. Mais comment on transforme l'essai en fait ? Enfin, j'ai beau me poser, j'ai toujours un peu de mal à aller dans le fond des choses et à transformer mes idées en des choses concrètes. Comment on fait ? Pose-toi des contraintes. Mets-toi des règles quelque part. Alors, t'es pas obligé de faire comme Pérec et d'écrire un produit sans la lettre E ou ce genre de choses. Mais pose-toi des règles. Écris un début de en fait à partir de maintenant mes titres ils vont être comment et qu'est-ce que je vais mettre dans tous mes boutons. En fait, moins tu dois te poser de questions au moment d'écrire, mieux c'est. Et ça vient en cadrant. Alors va voir les content systems qui sont publics, il y en a pas mal, et arrive dans l'idéal au moment où quand tu écris, c'est évident ce que tu dois écrire et la question se pose même pas. Merci. Il y avait encore une question ou j'ai rêvé ? Et aussi se dire que le brouillon est très précieux puisqu'il contient des contraintes. Et donc s'amuser à les trouver, les déterrer et se poser la question, je garde ou je garde pas ? Et ça, c'est hyper intéressant de faire le tri et de choisir les contraintes à partir des brouillons. Juste pour compléter ce que tu disais, Amandine, Pérec, faire un livre sans le E, c'est, pour ceux qui n'ont pas la ref, La Disparition, qui est un roman qui a été écrit sans l'usage de la lettre E en 1969. C'est juste pour compléter que vous ayez la ref. Je vais compléter aussi, mais moins d'un aspect personnel, parce que pour le coup, j'ai pas encore répondu à cette question. Je trouve que l'écriture personnelle est complètement différente, en tout cas de l'écriture pour l'UX writing, on va dire. Mais en tout cas, pour l'UX writing, moi, souvent, quand je fais face à des blocages, ou quand j'écris, quand je fais des ateliers d'écriture avec les participants, en fait, souvent, la question que je leur pose, c'est oublie ce que tu dois écrire. Comment tu le dirais ? Enfin, si j'étais à côté de toi, si tu devais en fait m'expliquer, si tu devais me communiquer le message vraiment de manière tout à fait orale, je suis ton ami, ou je suis en fait, imagine, je suis par exemple le stagiaire qui vient d'arriver dans la boîte. Comment tu m'expliquerais en fait cette notion ? Comment en fait tu me raconterais ? Si j'étais ton agent, ton conseiller bancaire là en face de, si tu étais mon conseiller bancaire, comment tu m'expliquerais la situation dans laquelle je suis ? Parce que souvent en fait la manière dont on va dire spontanément les choses contient déjà
beaucoup de l'essence finalement, le straight to the point, une certaine concision, une certaine clarté, une certaine évidence. Et en tout cas, en UX Writing, c'est ce qu'on cherche à capter. Et puis en plus, on a un enjeu aussi qui est d'avoir une écriture conversationnelle pour favoriser une interface, on cherche en fait à avoir un échange moins machine, mais une interaction, on va dire, plus d'humain à d'humain. Et en fait, finalement, en se disant comment on dirait le message à l'oral, ça nous apporte en fait une dimension humaine, une dimension conversationnelle que moi je reprends pas mal en fait dans finalement les messages que je vais finir par écrire de manière vraiment textuelle, quoi. Bonsoir, merci encore pour ces échanges. Une question qui va faire un peu écho à la question, une des questions précédentes, c'est donc quand vous n'arrivez pas avant, quels sont en fait les signaux, les feedbacks qui amènent à se dire que la modification à faire, elle se fait au niveau du texte, du contenu? Alors ça devient un peu technique, mais par exemple si tu as un outil de type Content Square qui est installé pour faire un peu de tracking, tu peux aller voir, chercher des signaux plus ou moins bruyants, mais un signal qui est, je trouve, très pertinent, c'est d'aller voir les pages où le bouton est cliqué plusieurs fois. Si le bouton est cliqué plusieurs fois, ça veut dire que la personne n'a pas compris les actions qu'elle devait faire avant de cliquer sur le bouton. Et ça veut dire qu'on a un problème au niveau du storytelling, de la conception, enfin on l'appelle comme on veut, mais en tout cas il y a un problème. Tu peux aller chercher les formulaires non complétés. Ça aussi c'est un gros sujet, les abandons. Si tu es sur un site avec du transactionnel, tu peux aller chercher les abandons tout court de panier aussi. Enfin, il y a plein d'indices. Sinon tu peux me recruter pour que je fasse ça pour toi. Mais ouais, en vrai il y a plein d'indices sur ces sujets-là. Par ailleurs je cherche vraiment un taf, donc si jamais vous... Voilà, parlez-moi à la fin. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pardon. Et les tests-tu te permettent en fait de remonter les problématiques en fait liées à un message, à finalement de l'écriture, ça aide aussi pas mal. Je m'arrête ici. Vous avez un autre à ajouter? Je pense qu'on peut s'arrêter là, juste avant qu'on s'arrête. La petite séquence remerciements. Dominique et Jessica, les cofondateurs de Echo, indirectement Exalt, qu'on voit affiché ici. Chloé, qui est la Head of Design. Camille, chargée de communication, marketing, avec son acolyte Thomas. Vincent, qui est à la régie, qui fait la captation vidéo en bénévole pour Flupa. Sarah qui était à l'accueil, les deux sociétés, Echo surtout, et puis Exalt qui est la grande sœur, tous les participants de la table ronde. Et merci à vous aussi d'être là.